Et la première question que je voudrais vous poser, c'est en fait pour comprendre ce que c'est que ce marché européen de l'électricité. En fait, on ne comprend pas bien aujourd'hui pourquoi on paye notre électricité aussi cher, pourquoi les factures ont augmenté de 15%. Et encore, pour les particuliers, grâce au bouclier que met en place l'État, parce que les entreprises, elles, c'est du no limits et elles risquent de voir leur facture multipliée par 10. Donc, pourquoi on arrive à des prix pareils et puis comment ça fonctionne en fait ce marché européen de l'électricité? Oui, vous avez raison de poser la question parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes se posent, cette question-là parce qu'on en arrive à un phénomène qui est vraiment aberrant finalement. Parce que notre électricité, on sait qu'en France, elle est produite, en grosse partie par le nucléaire, hein, 69 en 2021. On sait, à peu près plus ou moins bien d'ailleurs dans les consciences des personnes que l'électricité nucléaire n'est pas si chère que ça et pourtant on se met à avoir des prix de l'électricité, énormes et on nous dit par-ci par-là que oui, c'est corrélé avec l'augmentation du prix du gaz. Alors avant d'aller dans le détail, je vais quand même essayer de restructurer, de détailler un peu comment fonctionne le marché de l'électricité, de quoi il est composé pour mieux comprendre plus tard, que d'où viennent les problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors, depuis les années 1980, fin 1990, début des années 2000, en Europe, on a la mise en place d'un marché de l'électricité concurrentiel et libéralisé, qui se structure de la manière suivante. Donc, d'un côté, au début de la chaîne, nous avons les producteurs d'électricité qui vendent leur électricité sur des marchés. Les marchés, je reviendrai plus tard, du coup, pour détailler ce que c'est. Donc en France, principalement, nous avons EDF, mais nous avons aussi Engie, Total Energy, qui produit un peu d'électricité, et beaucoup de producteurs d'électricité renouvelable. Et ça aussi, je reviendrai aussi en détaillant pourquoi. On a surtout des petits producteurs d'électricité d'origine renouvelable intermittente, éolien photovoltaïque. On a juste après un transporteur qui est censé du coup acheminer l'électricité depuis le producteur vers le distributeur et ça concerne l'électricité à haute tension. Et son rôle est également d'assurer l'équilibre entre la consommation et la production. Parce que l'électricité est un flux d'énergie, donc ça doit toujours être à l'équilibre, parfait équilibre entre la consommation et la production. Ça ne se stocke pas, ou ça se stocke très mal, en tout cas pas sous forme électrique. Et en France, celui qui se charge de ça, c'est RTE. RTE qui est détenu à 51% par EDF et qui est encore un monopole public aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrence à RTE. Ensuite, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, les distributeurs qui, lui, se chargent de faire la distribution d'électricité à basse tension au niveau local. Donc, en France, on a principalement un distributeur qui est presque en quasi-monopole national, qui est Enedis, filiale d'EDF, mais on a quelques cas particuliers historiques, comme GEG, par exemple, Gaz et Électricité de Grenoble, qui se charge de la distribution de l'électricité et du gaz dans l'agglomération grenobloise. Et enfin, en tout dernier, en bout de chaîne, et ça c'est un peu une nouveauté qui est apparue, enfin une complexité qui est apparue avec l'apparition du marché de l'électricité européen, il s'agit des fournisseurs. Et les fournisseurs, ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément productrices d'ailleurs, hein, qui peuvent juste faire de la fourniture, qui achètent l'électricité sur les marchés, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui concluent des contrats avec les consommateurs pour leur vendre, du coup, cette électricité-là. En France, EDF est un fournisseur, d'ailleurs c'est le fournisseur principal encore, mais on a d'autres fournisseurs alternatifs, Engie, Total qui sont aussi producteurs, mais aussi Enercop et plein d'autres, comme on avait eu Leclerc Énergie avant qui se casse la figure récemment. On a plein d'autres fournisseurs alternatifs, qu'on appelle alternatifs par opposition avec le fournisseur historique qui est EDF. Donc ça, c'est la structure du marché aujourd'hui de l'électricité, de la production à la consommation. Du coup, j'ai parlé de marché, là où les producteurs vendent et les fournisseurs achètent. Ce marché, on appelle ça un marché de gros de l'électricité, et il est lui-même composé de différentes petites entités à l'intérieur qui permettent de faire toute cette tambouille entre producteurs et fournisseurs pour pouvoir s'échanger de l'électricité. Et ça, c'est vraiment apparu avec la libéralisation et la mise en concurrence du marché de l'électricité dans fin des années 90-2000. Avant, il n'y avait pas du tout ce marché-là, parce que finalement, celui qui faisait la fourniture, c'était que EDF. Et l'aspect fourniture, c'était juste compter l'électricité que chaque client avait consommée et leur facturer en conséquence la somme qu'il devait. C'était juste ça.
Donc dans ce marché de gros, nous avons 3 entités différentes. Le marché à terme, le marché spot et, petite exception française, l'Arène. Je vais détailler ces trois aspects-là rapidement. Le marché à terme, c'est un marché qui permet aux fournisseurs d'acheter de l'électricité sur du long terme, en fait, sur Mmh. la semaine, le mois, les années qui viennent, jusqu'à 3 ans au maximum. Ça permet, en fait, d'avoir une vision assez long terme, mais pas trop non plus, pour les fournisseurs afin d'acheter de l'électricité, un prix de l'électricité qui est estimé d'ailleurs, qui est un peu spéculé sur la base des prix du marché spot, dont je vais parler juste après. Et sur ce marché-là, en quelque sorte, les fournisseurs vont acheter ce qu'ils sont quasiment sûrs de devoir vendre aux consommateurs qu'ils ont, à leurs clients. Il y a toujours en fait une consommation en base qui évolue en fonction des saisons, mais qui est relativement prédictible et du coup, ils sont à peu près sûrs de devoir vendre au moins cette valeur-là. Ensuite, on a du coup le C'est ce marché qui leur, spot. pardon, c'est ce qui leur permet en fait de vous garantir, vous, un prix de l'électricité quand ils vous font des factures, en fait. Exactement, Non? parce qu'ils C'est l'ont ça, acheté hein? sur des C'est un peu années. comme, voilà, c'est un peu comme Airbus qui achète son essence très, très, très longtemps à l'avance, grâce à des produits dérivés, pour être sûr d'avoir un prix du carburant qui est toujours le même, presque 1 an à l'avance, qui lui permet de vendre des billets d'avion, en sachant qu'il va pas perdre d'argent. Et donc Exactement, et là, bah, d'avoir un peu de c'est la même idée. visibilité. C'est Voilà, d'avoir de la visibilité, ouais. c'est ça. Sauf que, bon, on verra que finalement la visibilité n'est pas si bonne que ça avec ces marchés-là, parce qu'ils sont très, très volatiles, en fait. Et notamment le marché spot qui, lui, du coup, est un marché, plus court terme, qui se fait à J-1, en fait. Le marché spot à J-1, il dit, en fonction des prédictions du fournisseur, enfin, non, du transporteur, de RTE, en fonction de ses prédictions, il dit: «Ben, vous allez devoir vendre tant d'électricité ce jour-là». Donc ça affine vraiment la consommation estimée d'électricité avec les variations journalières. Et là, on va avoir, nos fournisseurs d'électricité qui vont se mettre à acheter de l'électricité, pour des heures en particulier, pour combler le manque qu'il leur reste à combler et éviter d'avoir des pénalités de manquement au contrat. Donc c'est des pénalités qui arrivent si jamais ils n'ont pas vendu assez d'électricité par rapport à ce qu'ils ont promis. Ça incite les Mmh. fournisseurs à vraiment, caler au plus proche leur achat d'électricité par rapport à ce qu'ils doivent vendre. Et dans ce marché spot, on a un tout petit marché, en précis qui lui est intra-journalier, qui est vraiment juste pour faire les ajustements, à la dernière minute, on va dire, quasiment à la dernière heure. Mais, il est petit et du coup, on va l'inclure dans le marché spot. Et c'est là, l'Arenh, j'y viendrai après, mais tant qu'on est sur le marché spot, c'est là où intervient le mécanisme de calcul du prix de l'électricité. Parce que c'est les prix qui sont affichés dans le marché spot qui vont permettre de faire les estimations qui arrivent sur le marché à terme, en fait. D'accord. Donc tout découle vraiment du prix calculé sur le marché spot. Et pour ça, je dois vous définir ce qu'est le coût marginal, du coup, de production. Le coût marginal, c'est ce que l'entreprise va devoir débourser pour produire la dernière unité qu'il produit en plus. Donc ça s'applique très bien à du pain, par exemple, mais ça s'applique aussi à de l'électricité en soi. Donc c'est le coût supplémentaire dû à la production d'1 kilowattheure à injecter sur le réseau. Et en première approximation, en gros, c'est le coût du combustible utilisé. Ça revient à ça. Il y a de la maintenance supplémentaire, évidemment, mais elle est vraiment à la marge par rapport à ce que représente le coût du combustible, surtout pour les centrales à production d'électricité par énergie fossile, donc Mmh. pétrole, gaz, charbon. Le nucléaire, lui, a un coût marginal de production qui est beaucoup plus faible parce que dans son coût de production, une grosse part est représentée par les coûts fixes dus à la construction d'un réacteur nucléaire qui est quand même très très long et très cher, même si aujourd'hui c'est plus cher avec l'EPR que ce qu'on a estimé, mais c'est une autre question. Et pour ce qui est du renouvelable, enfin le barrage c'est un peu pareil que le nucléaire, parce que finalement il suffit d'ouvrir les vannes, donc c'est encore moins cher leur coût marginal, il suffit d'ouvrir les vannes et puis on produit l'électricité. Oui, Et c'est pour c'est l'éolien, 0 le coût marginal. Le coût marginal du quasiment. barrage, c'est presque 0. Oui, oui, il y a pas de. Quasiment, ouais. Il y a une maintenance un peu plus importante que sur l'éolien et photovoltaïque, mais c'est quasiment zéro. Et puis l'éolien, les photovoltaïques, eux, là, c'est complètement zéro. Parce que bon, quand le vent tourne, bah, ça tourne, et puis finalement, il n'y a même pas de combustible. Alors que pour l'hydraulique, vu qu'il y a une gestion à faire sur l'eau qui est utilisée aussi pour d'autres aspects, pour l'irrigation, pour le tourisme, etc., bon, finalement, on met parfois des coûts marginaux qui sont plus élevés pour ne pas se faire appeler en priorité sur le marché de l'électricité. Du coup, ça fait une bonne transition avec
comment sont classés les modes de production d'électricité en fonction de leur coût marginal, eh ben, par la logique du merit order. Du coup, le prix de l'électricité va être calé sur le coût marginal de production de la dernière unité qui rentre en production pour fournir de l'électricité sur le marché. Et là, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a un gros problème. C'est parce que cette théorie économique marginaliste, en fait, qui du coup fixe le prix de l'unité qu'on achète en fonction du prix du coût marginal de production de la dernière unité qui a été produite, elle ne considère pas les contraintes physiques intrinsèques à un système électrique qui doit être toujours équilibré entre l'offre et la demande. Et pour équilibrer cette offre et cette demande, notamment sur la minute, sur l'heure qui vient, il faut qu'on ait des moyens de production d'électricité qui soient très flexibles et qui peuvent avoir des variations de puissance assez rapidement, surtout pour atteindre la pointe de 19 heures, mais aussi il y a des pointes de 10 heures quand on regarde le profil d'évolution de la consommation d'électricité. Et ça, physiquement, les éoliennes intermittentes et le photovoltaïque ne peuvent pas, parce que c'est au gré du soleil et du vent qu'ils le font, donc on n'a pas la main dessus. L'hydraulique au fil de l'eau ne peut pas non plus, c'est en fonction du cours d'eau. L'hydraulique de barrage peut, mais comme je vous ai dit, il y a une gestion entre l'irrigation, entre le tourisme, entre les besoins d'autres, parce que c'est une ressource quand même qui est utile pour autre chose que l'électricité, l'eau. C'est moins flexible que prévu. Le nucléaire n'est pas si flexible que ça quand il s'agit de faire des variations de puissance. Bon, si on fait 1% de variation sur tout le parc nucléaire, ça fait quand même 600 MW qui est injecté sur le réseau, c'est pas rien. Mais un seul réacteur va pas pouvoir faire une montée en puissance ultra rapidement, de l'ordre de la minute ou de la quinzaine de minutes. Les seuls modes de production qui permettent ça, ce sont les modes de production fossiles et surtout le fioul et le gaz. Et donc finalement, on se retrouve à avoir un prix de l'électricité avoir une logique de merit order qui est biaisée et qui fait que la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, le prix de l'électricité est calé sur les prix du gaz. Ou même plus récemment, vu que les prix du gaz, le combustible, le gaz, a augmenté énormément, on se retrouve à avoir ça calé sur les prix du fioul. Parce que ce sont les centrales à fioul qui vont être appelées en premier finalement. Alors que d'ailleurs le fioul émet 3 fois plus de CO2 que le gaz et qui en émet 10 fois plus que les centrales nucléaires. Vous voyez un peu la logique qu'il y a derrière, qui n'est pas du tout respectueuse de l'environnement et de notre lutte contre le réchauffement climatique. Et cette logique de merit order, du coup, induit également des prix volatiles qui ne permettent pas d'avoir une vision à long terme pour les producteurs d'électricité, mais aussi pour les fournisseurs. Pour les fournisseurs, c'est pas si grave que ça, c'est surtout pour les producteurs. Et du coup, ça les encourage pas vraiment à investir dans des modes de production d'électricité, parce qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir garantir la rentabilité de leur production. Parce qu'on couvre que les coûts marginaux de production, on couvre pas l'entièreté du coût de production. Et pendant très longtemps, à part récemment, pendant très longtemps, par exemple, le prix du gaz et la tonne de CO2, aussi le coût de la tonne de CO2 était très faible, notamment dans la période un peu de récession économique qu'on a vécue depuis 2012. Ils étaient très faibles et du coup, on avait un prix de l'électricité qui était inférieur au coût de production du nucléaire, au coût de production total du nucléaire. Le prix de l'électricité le prix spot tournait autour de 37 € le mégawattheure. Le coût de production du nucléaire total, c'est plutôt entre 50, 60, 70, ça dépend si on prend en compte le carénage ou pas. Donc, pour faire du nucléaire, c'est quand même compliqué. Oui, mais j'ai l'impression, si on prend le prix que vous indiquez, là, qu'on est en dessous de tout. C'est-à-dire qu'à 30 € le mégawattheure, alors j'ai peut-être les mauvais chiffres, c'est vous le spécialiste, mais il me semble que l'éolien, c'est aux alentours de 100 à 200. Parce que moins cher que le nucléaire, je crois qu'il n'y a que les barrages hydroélectriques. C'est ça. Et que tout le reste est plus cher que le nucléaire. C'est ça. Donc le nucléaire était un exemple, mais... Du coup, on avait intérêt à investir dans rien du tout, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, on se retrouvait avec des fermetures de centrales pilotables au charbon et nucléaire, parce qu'en Allemagne, ils ont arrêté le nucléaire, en France, on a arrêté Fessenheim. Ils ont aussi un peu arrêté les centrales au charbon au niveau de l'Europe pour des questions de contraintes environnementales. La législation environnementale s'est durcie, et ça ne valait pas le coup de remettre à niveau ces centrales à charbon, il valait mieux les arrêter.
Donc on avait de moins en moins de production pilotable, et on s'est mis à avoir de plus en plus de production intermittente, non pas parce que les producteurs, enfin les producteurs sont mis à dépenser de l'argent pour acheter des éoliennes et des photovoltaïques parce qu'ils étaient sûrs de pouvoir, de pouvoir rembourser leur coût de production, c'est pas ça. Parce qu'on a dû trouver une rustine pour pallier à ce problème-là, qui sont les subventions. Donc on s'est mis à subventionner la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques par l'intermédiaire de tarifs de rachat garantis. Donc au final, on garantit aux constructeurs et aux producteurs d'électricité éolienne et photovoltaïque un prix auquel on va vous racheter l'électricité de façon garantie. Donc si les prix de l'électricité sont... l'État, nous, c'est nous. C'est l'État, nous, c'est EDF. Non, c'est nous via le CSPE. Donc dans l'électricité que vous payez, dans votre facture à la fin, il y a une partie qui correspond au CSPE, et ça, c'est les subventions qui sont données aux producteurs d'énergie renouvelable pour leur garantir de couvrir leur coût de production. Donc si les prix spot sont inférieurs aux prix garantis, le gap entre les deux, c'est l'État, par l'intermédiaire de ces impôts-là, qui paye la différence. Et ça explique le fait que des gens comme Total, par exemple, moi je me souviens du précédent président de Total, celui qui est mort en Russie d'un accident d'avion, qui disait l'éolien c'est du vent. Donc sous lui, il y a eu 0 éolienne de mise. Et puis après, Total s'est mis à faire de l'éolien. C'est à cause de ces subventions qui lui permettent finalement d'être sûr. Finalement, il construit un truc, il sait déjà que c'est vendu pendant les 10 prochaines années et que l'amortissement que c'est tranquille pour lui. Exactement, et il n'y a pas que Total d'ailleurs, il y a tous les fournisseurs alternatifs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, la production, elle s'était énormément, la concurrence sur la production s'est énormément développée sur l'éolien et le photovoltaïque, mais pas sur le reste. Parce que sur l'éolien et le photovoltaïque, ils sont sûrs d'être gagnants, en fait. Ils sont sûrs de couvrir leur coût de production, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, c'est sûr que ça incite à... Et puis, plus Total, pour le cas de Total, ils sont doublement gagnants, parce que le fait de mettre de l'éolien et du photovoltaïque, ça oblige à mettre du backup, à mettre des systèmes qui permettent de produire de l'électricité si jamais il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Et comme je vous ai dit, il faut quand même de la flexibilité, donc généralement, c'est du gaz. D'accord. Voilà. Oui, donc en plus, ils vendent du gaz, quoi. Voilà, et Total détient aujourd'hui une partie des centrales fossiles qu'on a en France. D'accord. Tout n'est pas détenu par EDF. Ça se partage un tiers, ça se partage une vingtaine de % pour chaque partie entre Engie, Total et EDF. D'accord. Oui, tu avais une question. Ah, pardon. Alors pourquoi, donc là on comprend maintenant pourquoi on est indexé sur le prix du gaz. Enfin, on comprend qu'on est indexé sur le prix du gaz. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'on est sur ce marché européen bloqué sur le prix du gaz? Est-ce qu'il y a une vraie raison technique à ça ou une raison politique c'est pas une raison, en tout cas, il n'y a pas une raison technique, à mon avis, ni physique, c'est une raison économique. Sans vouloir bâcher les économistes, mais ils se sont dit que la logique du merit order, donc du coût marginal, comme je vous ai expliqué, pouvait s'appliquer sur les monopoles naturels, notamment sur la production d'électricité. C'est pas tout à fait un monopole, ça marche beaucoup mieux au monopole, que c'est aussi stratégique. En fait, c'est extrêmement stratégique, l'électricité. Et contrairement à d'autres biens de consommation, on ne peut pas se permettre de dire si l'électricité est trop chère, vous ne l'achetez pas au consommateur, vous n'avez qu'à l'arrêter de l'acheter. Et parce que c'est un bien de première nécessité, en fait. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir cette logique-là. Et c'est également quelque chose d'ultra stratégique et qui doit bénéficier d'une vision de long terme. En fait, l'électricité cumule un peu toutes les particularités qui font que cette logique de merit order ne fonctionne pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on a vu arriver au fur et à mesure du temps des rustines qui se sont accumulées sur ce marché de l'électricité pour essayer de pallier aux problèmes que posait ce système de calcul. Donc on a les subventions pour les renouvelables, on a l'Arenh qui permet aux fournisseurs d'électricité concurrents d'EDF d'acheter un certain montant, 100 TWh jusqu'en 2022, et là c'est passé à 120, à un coût fixe de 42 € le mégawattheure, qui d'ailleurs n'a pas été réévalué depuis 2012, qui est censé couvrir les coûts de production, mais qui n'y couvre plus du tout, ce qui fait que EDF vend à perte, en fait, un quart de sa production à ses concurrents. Voilà. Et ils ne sont pas obligés de passer sur le marché, donc ils vont se servir d'abord chez l'Arenh,
quand les prix sont trop hauts, puis après ils vont se servir sur le marché de long terme et le marché spot. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il y a dans les autres pays européens. Non, ça c'est une spécificité je crois que c'est française. spécifique Ouais. française. Et on peut cracher, on peut jeter la pierre sur la reine, mais finalement c'est une spécificité française qui, dans le bras de fer entre la France et la Commission européenne pour imposer cette libéralisation du marché de l'électricité, a permis de sauver EDF, ou du moins de gagner du temps en fait. Parce que dans d'autres pays européens, et le premier à avoir fait ça, ça a été le Royaume-Uni sous Thatcher, bon ça c'est indépendant de l'Union européenne, hein, mais sous Thatcher, cette volonté de libéralisation après la crise pétrolière de 73, donc l'échec des politiques keynésiennes et puis cette espèce d'adhésion aux théories de Friedman, libérales de Friedman, fait qu'ils ont détruit l'équivalent d'EDF, qui était un monopole public intégré. Ils ont détruit cet équivalent-là au Royaume-Uni, et d'autres pays européens l'ont également fait. Nous, on avait à cœur de garder EDF, de gagner du temps en fait pour sa survie, donc on a mis en place l'AREN qui fait faire des pertes à EDF, mais qui permet de continuer à avoir notre entreprise un peu chérie en France, pour l'instant du moins. Parce qu'on a vu les projets Hercule, le projet Hercule du dernier quinquennat qui n'a pas abouti, ou même continue à avoir des demandes de la Commission européenne de diviser EDF en 3 morceaux, d'en faire, de l'éclater totalement, pour la mettre juste à la hauteur des autres entreprises pour développer la production en concurrence et la fourniture. Et d'ailleurs, en France, on a également une autre spécificité, on a gardé le tarif régulé. On a gardé le tarif régulier, c'est-à-dire que vous avez possibilité de souscrire à un tarif qui n'est pas forcément aligné sur les marchés, sur les prix spot ou les prix sur le marché à terme, mais qui sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Et en 2017, la méthode de calcul a changé du tarif régulé, et elle prend en compte maintenant le fait qu'elle doit permettre aux concurrents, fournisseurs alternatifs, de toujours être rentables. Donc en fait, le tarif régulé suivait l'augmentation des prix de l'électricité due à l'augmentation des prix spot, même s'il y avait davantage de stabilité, ça devait toujours garantir que les fournisseurs alternatifs soient rentables. Et ça continuait à augmenter, c'est pour ça que notre facture a continué à augmenter d'ailleurs. Mais là, en 2022, c'était insoutenable en fait de garder ça, sinon les prix allaient exploser pour les consommateurs lambda. Et du coup, c'est là où intervient le bouclier tarifaire, où l'État s'est écarté de cette logique-là et a mis un tarif régulé qui est inférieur à ce que les fournisseurs alternatifs peuvent fournir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fournisseurs alternatifs qui mettent la clé sous la porte, parce qu'ils ne peuvent plus du tout être concurrents vis-à-vis de ce tarif-là. Mais par contre, les entreprises n'ont plus le bénéfice du tarif régulé depuis 2015. Les tarifs régulés ont sauté en 2015, d'ailleurs c'est ce qui était prévu aussi en 2023 pour les consommateurs, de ne plus avoir de tarifs régulés, et de n'être que sur les tarifs du marché, les prix du marché. Donc les entreprises aujourd'hui n'ont pas le choix, et elles morflent énormément. Elles ont des prix d'électricité qui explosent. On voit certaines entreprises françaises qui ont besoin d'énormément d'énergie, comme ceux qui font du verre, par exemple. Ah oui, qui dans le nord de la France, j'ai le nom. Même l'aluminium aussi. Qui ferment pendant tout l'hiver parce qu'ils ne seront pas capables de fabriquer du verre à cette époque-là, ça coûte trop cher. On voit des piscines municipales qui ferment aussi parce que la facture a été multipliée par 10. Et c'est d'autant plus inquiétant que les cours du marché à terme, donc même pas les prix spot, où là c'est volatile, ça peut monter très haut, mais c'est découpé heure par heure, donc finalement... mais les prix plus long terme, ils sont censés être plus lissés. On a eu quand même en août un pic à 1 000 € le mégawattheure. Alors qu'on était jusqu'à maintenant plutôt autour de 40 € le mégawattheure dans les années précédentes. C'est énorme, c'est incroyable. Oui, puis quand on voit quand on voit la fabrication de l'électricité nucléaire à 60 € le mégawattheure, on dit de 60 à 1000, enfin c'est des augmentations titanesques. Il y a une autre façon de le voir, c'est si on avait gardé vraiment une énergie nucléaire suffisamment importante et suffisamment de réacteurs et qu'on avait continué à investir là-dedans, aujourd'hui à 1 000 € le mégawattheure, on serait le Qatar de l'Europe, quoi. Vraiment, on vendrait une électricité à 1 000 € alors qu'on la fabrique à 60. Mais c'est au détriment de l'Europe, quoi. Mais ça reste au détriment du consommateur quand même. Oui, alors oui. Non, mais on vendrait aux Allemands, on vendrait au reste de l'Europe à des prix. Oui, largement. À des prix incroyables.
Et alors que jusqu'à l'arrivée de ce marché de l'électricité, on avait une politique, globale, monopolistique d'EDF et le but d'EDF, c'était de garantir les prix les plus bas tout en couvrant, les coûts de production, en fait. Donc le calcul du prix de l'électricité se faisait au prorata de la contribution de chacun des modes de production, heu, à hauteur de leur coût de production total, en fait. Donc comme en France aujourd'hui, le gaz ne fait que 7, enfin en tout cas en 2021 ne faisait que 7 de la production d'électricité, l'augmentation du prix du gaz ne se ressentirait que sur 7 de la facture finale, en fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec pas grand-chose. la logique, coût marginal qu'on a aujourd'hui, qui ne garantit même pas de couvrir les coûts de production d'ailleurs. Donc tout faux. Et il y a également d'autres problèmes qui s'ajoutent à ça, une autre rustine, qui est que, ça n'incite pas à construire des réacteurs pour garantir les réacteurs des centrales, gaz, charbon, fioul, enfin des modes pilotables, pour, maintenir en gros la production d'électricité à hauteur de ce qu'elle doit être sur la demande. Du coup, il y a eu une autre rustine qui arrive, je vais pas me détailler dessus, enfin, je vais pas détailler sur ça, mais c'est le marché de capacité qui rémunère non pas l'énergie produite, mais la puissance, la capacité de production, pour essayer d'inciter, de produire, enfin de construire des centrales, parce que les dernières appelées, en fait, les centrales, type turbine à gaz ou les petites centrales au fioul très flexibles, qui sont généralement appelées que pour couvrir les pointes, hivernales, bah, elles ne fonctionnent peut-être que 10 de l'année et encore. Bah, c'était pas du tout rentable en fait. Et si on voulait que, enfin, la logique c'est que ce soit des privés qui continuent à s'en occuper, bah, il faut rémunérer leur puissance, leur capacité à produire et pas leur production effective. Enfin, tout ça, une espèce de tambouille faramineuse, extrêmement complexe pour remplacer quelque chose qui se faisait avant beaucoup plus simplement avec un monopole intégré, une politique électrique qui était décidé par l'État. D'ailleurs, aujourd'hui, la construction de centrales électriques est toujours décidée par l'État. Donc, au final, c'est une espèce de tambouille incroyable. C'est très Ouais. difficile de s'y retrouver et c'est peut-être même confus quand j'en parle parce que c'est Non, vraiment. non, non, pas du tout. Non, non, mais bon, alors le côté décision par l'État, moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que l'État a un peu trop décidé à la place d'EDF, notamment la Ah oui, que fermeture de ce certaines soit centrales. EDF ou l'État, mais au final, il Mais, y a quand même mais quelque finalement, chose de. effectivement, moi, j'étais contre le monopole d'EDF, mais enfin, force est de constater aujourd'hui que c'était peut-être la bonne solution, en fait, hein, parce que moi, j'ai 48 ans, bah, c'est que les 2 dernières années où je me pose la question si je vais avoir assez d'électricité. Pendant 46 ans, la question ne s'est pas posée. J'allais avoir de l'électricité quoi qu'il arrivait, quoi. Donc c'est quand même une preuve que le monopole avait vraiment une légitimité, et d'autant Bah, plus quand l'électricité n'est pas très chère. D'autant plus quand cette l'électricité n'est pas logique très de chère. concurrence et de coût marginal, en fait, elle permet de dégager le maximum de profit quand on a des capacités de production qui sont à la limite de la consommation, en fait, quand on n'a pas vraiment de surcapacité de production. Parce que si on avait des surcapacités de production, finalement, bah, le nucléaire remporterait une grosse partie, l'hydraulique pourrait aussi remporter une grosse partie, et avec ça, on pourrait réussir à peut-être avoir une flexibilité suffisante pour éviter d'utiliser les centrales au gaz, qui ont la flexibilité D'accord. qu'il faut pour garantir l'équilibre consommation-production. Et ça, c'est pas dans l'intérêt des producteurs, oui, de la plupart des producteurs d'ailleurs. Et ça va pas dans la logique, dans la mécanique de ce coût marginal.